Je crois que nous sommes enfin avec Raphaël et Emma. Est-ce que vous nous entendez? Oui, parfaitement. Merveilleux. Ben, vous avez la parole pour votre chronique. Bonjour Liselotte, bonjour Maïlis. Alors d'ordinaire, j'estime être, quand vous m'invitez, plutôt un chroniqueur joyeux. Mais aujourd'hui, je me dois de vous partager que, au moment de faire cette chronique, le cœur était un peu plus lourd. Alors j'imagine comme beaucoup de militants patriotes, beaucoup de militants identitaires, comme vous peut-être, pour moi, les dernières nuits ont été assez courtes, puisqu'elles ont été perturbées par deux actualités outre-Atlantique qui nous ont marqués émotionnellement. Alors évidemment, je pense à la mort d'Irina Zarutska, donc une réfugiée ukrainienne qui a été assassinée à l'âge de 23 ans par de Carlos Brown, un Afro-Américain, dans le tramway de la ville de Charlotte, dans l'Illinois. Elle a été assassinée sauvagement de plusieurs coups de couteau à la jugulaire, absolument gratuitement. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et elle a généré beaucoup de colère puisque elle s'est fait dans un contexte de grande tension, notamment autour du cas de l'identité de son assassin, de Carlos Brown, qui était un multirécidiviste qui avait causé plus de 14 effractions avant d'être une nouvelle fois libéré par une juge qui venait d'une famille qui aurait dû nous alerter, et tous les voyants étaient au rouge puisque son propre frère était criminel, son père était criminel, et donc cette Irina, cette jeune de 23 ans qui fuyait la guerre en Ukraine, qui était aux États-Unis depuis à peine 2 ans, depuis 2022, rentrée du travail, et dans cette vidéo, on voit qu'elle a été assassinée sauvagement, absolument gratuitement, et surtout euh, avec la passivité complice d'absolument toutes les personnes qui étaient dans la rame. Alors, cette vidéo, comme pour beaucoup d'entre nous, elle a généré chez moi beaucoup de colère. Et cette colère m'a poussé à mener une réflexion sur quelque chose que j'appellerais peut-être le sentiment d'identification. Si vous voulez, j'ai voulu chercher les racines de cette colère. Je me suis demandé pourquoi ce crime outre-Atlantique m'a m'a autant marqué. Je crois que j'ai mis le doigt sur quelque chose qui explique le clivage de l'époque. La première chose qui m'a marqué, c'est un profond sentiment d'identification, comme je le disais, que l'on pourrait relier à un sentiment d'amour, en fait. Si vous voulez, en voyant le visage d'Irina, j'ai cru voir le visage de toutes les personnes qu'un jour dans ma vie, j'ai pu aimer. Que ce soit des sœurs, des amis, des petites amies, des amis, tout simplement, des gens, des voisins, des gens de ma famille. Irina avait ce quelque chose familier que j'ai pu retrouver dans d'autres affaires françaises, d'autres faits divers qui sont en réalité des faits politiques comme l'affaire Philippine, l'affaire Lola ou encore l'affaire Thomas. Et c'est cet amour profond de cette personne, cette empathie partagée naturellement, instinctivement, qui a fait naître cette colère. Alors, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, il y a un slogan qui est beaucoup revenu, et ça sera peut-être le titre de cette chronique, c'est que nous ne sommes pas assez en colère. Être en colère par amour, c'est compatir, avoir de l'empathie envers les siens. Et je crois que ça nous confirme avant tout cette affaire que l'époque est identitaire. L'époque a été déplacée dans les 5, 10 dernières années par des grands sentiments sociaux partagés par des populations tout entières d'identification identitaire. Alors, je pense à George Floyd, on pourrait voir derrière l'affaire d'Irina un espèce de George Floyd blanc européen, puisque ça a généré à travers tout l'Occident, à travers tout le monde européen, cette même colère, cette même empathie, avec des slogans qui ont été repris comme un peu à l'inverse du Black Lives Matter, le White Lives Matter. Alors, on n'avait pas eu le temps de se remettre de la mort d'Irina, qu'on a été secoué aussi par une deuxième actualité outre-Atlantique que vous avez dû traiter ce matin à la radio, qui a été l'assassinat brutal de Charlie Kirk. Alors, c'est un assassinat qui se fait en miroir. Charlie Kirk, influenceur conservateur américain, qui était loin d'être un radical, hein, qui était un républicain de bon ton qui se contentait de débattre dans les universités, a été assassiné d'une balle pendant l'un de ses meetings. Il faisait des meetings dans les universités. Et je crois que ça vient de nous confirmer peut-être le deuxième enseignement que l'on peut tirer de l'affaire Irina, c'est que la gauche a concrètement du sang sur les mains. Elle a du sang sur les mains par ses politiques, parce que c'est l'insécurité qu'elle a générée, son laxisme judiciaire, sa propension au laxisme judiciaire qui a coûté la vie d'Irina. Mais elle a aussi du sang sur les mains, parfois en passant même à l'acte. On parlait des violences dans les manifestations du 10 septembre, mais là, on parle aussi d'un tir, voilà, d'une balle qui a abattu un influenceur conservateur, patriote. Et ça nous montre bien que la gauche a décidément fait sauter tous les verrous moraux. Moi, quand je me suis engagé à 18 ans, c'est quelque chose que je partageais hier sur les réseaux sociaux, il me semblait
que la politique était peut-être quelque chose de plus trivial. Alors, ça n'a jamais réellement été, hein, la politique a été toujours lourde de sens, mais j'avais l'impression que la fin de l'histoire était plus ou moins actée, que nos agitations militantes étaient à peu près vaines face au poids de l'implacabilité du statu quo qui nous faisait face. Et depuis quelques années, avec plusieurs événements politiques, je reviens un peu sur ce jugement. J'ai l'impression que l'histoire se contracte presque, que l'histoire revient, qu'elle devient de plus en plus lourde, de plus en plus tragique, de plus en plus dramatique. Et des événements comme la mort de Charlie Kirk, comme la tentative d'assassinat sur Donald Trump, et j'en passe, viennent nous le rappeler. Je crois que c'est aujourd'hui le moment de rappeler que les 10 prochaines années seront déterminantes pour le sort de tous les Européens, comme unité de destin, que ce soit les Européens d'Amérique ou les Européens d'Europe. Chacun de nos peuples est lié, fait face aux mêmes maux, et l'enseignement que l'on tire à la fois de l'assassinat des gens qui essayent de résister, comme Charlie Kirk, mais à la fois de l'assassinat des nôtres, c'est que nous ne devons pas avoir peur d'être des radicaux, ou du moins ce que l'on appelle des radicaux, parce que nous ne sommes pas tant que ça des radicaux, hein. Nous sommes des gens normaux coincés dans un monde absolument fou. Je pense que les gens ici en France, qui auraient peut-être des pudeurs parfois à venir travailler avec des militants identitaires, avec des militants identifiés comme étant radicaux, devraient se remémorer les actes comme celui de l'assassinat de Charlie Kirk, devraient penser à ces actes-là au moment de nous unir, de nous marginaliser, parce que c'est la réalité de la politique de l'époque. On devrait, après l'assassinat d'Irina, après l'assassinat de Charlie Kirk, refuser absolument tous les cynismes, refuser absolument tous ceux qui nous disent de nous habituer à cette espèce de cruelle réalité de la vie. Tout simplement, nous devrions refuser ce qui caractérise, et je crois que ça pourrait être la définition qu'on pourrait avoir de la gauche, tous ceux qui prônent les instincts de non-vie dans la société, qui prônent des instincts de suicide, parce que c'est ce qu'organise la gauche, un espèce de suicide de l'Occident. Alors, il ne faut pas se laisser abattre par ces événements, il ne faut pas se laisser abattre, même s'ils sont tristes, évidemment, même s'ils nous marquent et nous choquent, nous traumatisent émotionnellement. Il faut absolument qu'ils soient vitaux. Il faut faire de Charlie Kirk un martyr, il faut faire d'Irina une martyre. La gauche vient de nous offrir 2 martyrs. C'est triste, mais c'est ce qui se sortira de cette histoire. Et nous devons absolument nous pousser à l'engagement, au militantisme, à l'activisme, refuser cet état de fait après ces deux drames ignobles. Alors, je vous dirais peut-être, et c'est un conseil pour les militants qui m'écouteraient, qu'après ces deux événements tragiques, il ne faut pas se laisser aller au pessimisme, mais c'est au contraire des carburants qui doivent nous motiver aujourd'hui à continuer notre combat absolument. Je terminerai peut-être sur cette image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux de la famille de Charlie Kirk. On le voyait avec ses 2 enfants et son épouse. Il faut prier pour eux, évidemment, mais il faut aussi dire et rappeler que nous sommes le camp du bien, du beau, du vrai, que ça se voit quand on voit le visage de Kirk, quand on voit sa famille, et que les raisons pour lesquelles on se bat sont les bonnes. Merci Raphaël Emma pour cette chronique et puis on vous retrouvera très probablement prochainement puisque donc d'habitude c'est Jean-Hugues Gana qu'on entend sur ce créneau mais vous êtes quand même un invité régulier. Merci beaucoup.